Salut à tous et bienvenue sur French Podcast. Je m'appelle Charline et aujourd'hui on va papoter d'un sujet qui nous concerne tous à un moment ou à un autre. Les études, l'école, l'université, bref, tout ce qui touche à l'apprentissage. Salut Manuel, comment tu vas? Coucou Charline! Je vais bien, merci. Franchement, parler des études, ça me replonge direct dans mes souvenirs d'école. Tu sais, ces matins où tu as du mal à sortir du lit, et puis il y a toujours ce prof qui te donne un devoir surprise. Ah oui, les fameux contrôles surprises. Je crois qu'on a tous eu une petite sueur froide en découvrant la feuille sur le bureau. Mais justement, Emmanuel, toi tu étais quel genre d'élève? Euh, alors, pour être honnête, j'étais plutôt du genre bavard, mais j'adorais apprendre, surtout quand les sujets me passionnaient. On va en reparler, mais tu sais, ça me fait penser à la différence entre l'école et l'université. Tu parlais de bavardage. Moi, j'avais toujours peur de me faire gronder parce que je rigolais trop en classe. Mais bon, ce sont souvent ces petits moments qui rendent l'école sympa, non? Carrément. D'ailleurs, il y avait cette fois où j'ai complètement oublié de réviser pour un contrôle de maths, le stress total. Mais après, c'était l'occasion de rigoler avec les copains en sortant de classe, tu vois. Oh! Ça me rappelle les récrés. On oubliait tout, les devoirs, les profs. Juste 5 minutes pour jouer au foot ou discuter sous le préau. Parfois, je trouve que c'est ça, le vrai esprit de l'école. Tu as tellement raison. Mais tu sais, il y avait toujours ce moment gênant où le prof te posait là question, et là, blanc total. Ça t'est déjà arrivé de rester bloqué devant tout le monde? Complètement, ça m'est arrivé plus d'une fois. Et puis après, le lycée, l'université, ça change tout. On est un peu perdu au début, non? Oui, franchement, la première semaine à la fac, je me sentais minuscule dans un amphi énorme, avec des gens que je connaissais pas du tout. Et puis, il y a tellement de liberté, c'est à la fois génial et flippant. Exactement. On doit tout organiser soi-même, choisir ses cours, gérer ses horaires. J'ai mis un temps fou à comprendre comment remplir mon emploi du temps. T'as eu le même problème ou pas? Oh oui, complètement. J'ai raté 2 cours la première semaine parce que je m'étais trompé de salle. Mais bon, on apprend vite, surtout quand on galère un peu au début. Ça fait partie du jeu, non? C'est clair, on s'adapte. Et puis chacun développe sa petite méthode pour étudier. Perso, j'avais besoin d'écrire à la main, ça m'aidait à mémoriser. Toi, t'avais une technique spéciale? Alors, moi, j'utilisais des fiches de révision partout. Il y en avait sur mon bureau, dans la cuisine, même parfois sur le miroir de la salle de bain. C'est fou, mais ça marche. Et toi, tu révisais seul ou avec des amis? Un peu des deux en vrai. Les groupes de révision, parfois c'est super efficace, mais parfois on finit juste à parler de tout sauf du cours. Mais quand on est motivé, ça booste vraiment. Ouais, j'ai vécu ça aussi. On commence à parler de philo et on finit à débattre du meilleur type de pizza. Mais bon, ça fait partie de l'ambiance étudiante, je trouve. Tu penses que tout le monde devrait tester les groupes? C'est vrai, et puis il y a aussi ceux qui partent étudier à l'étranger. J'ai une amie qui est allée au Canada, elle a vraiment dû s'adapter. Tu connais des gens qui ont tenté l'aventure? Oui, mon cousin est parti en Espagne pour un semestre. Au début, il ne comprenait rien, mais en 3 mois, il parlait presque couramment. Ce genre d'expérience, ça te change, tu crois pas? Carrément. On n'apprend pas seulement en cours, mais aussi en vivant sur place. En découvrant une nouvelle culture, même faire ses courses devient une leçon de langue, non? Totalement. Et puis, je pense que ça apprend aussi à être autonome. Faut se débrouiller, trouver un appart, comprendre les papiers administratifs. Parfois, c'est la vraie école de la vie. Ah, mais c'est clair. Bon, avant de conclure, tu aurais un petit conseil à donner à nos auditeurs qui sont peu être en plein dans leurs études? J'aurais envie de dire, oser demander de l'aide. Personne n'est obligé de tout gérer tout seul. Parfois, une simple question change tout. Tu trouves pas? Oh oui. Et puis il faut pas oublier de souffler un peu, de prendre du temps pour soi. Les pauses, c'est pas du temps perdu, au contraire. Exactement. Et si jamais vous doutez, rappelez-vous que chacun avance à son rythme. L'important, c'est d'apprendre, pas d'être parfait du premier coup. Merci d'avoir partagé tout ça, Charline. C'était super sympa. Merci à toi, Emmanuel, et merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de French Podcast. D'ici là, bon courage dans vos études et amusez-vous bien. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Ça me fait vraiment plaisir de retrouver tout le monde pour cette deuxième partie du French Podcast. On avait laissé pas mal de questions en suspens la dernière fois, alors j'ai hâte qu'on approfondisse nos sujets aujourd'hui. Je dois dire que j'ai reçu 2 ou 3 messages d'auditeurs impatients de continuer la discussion.
surtout sur les études en France. On va essayer de rendre ça encore plus vivant et accessible que la première partie. Tu ne crois pas? Oh, totalement. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, pas de panique, on va tout de suite poser les bases avant d'entrer dans le vif du sujet. On va parler des études, de la vie à l'école et à l'université et donner des astuces pour tous ceux qui débutent en français. C'est ça qui est chouette avec ce podcast. On essaie vraiment de rendre le français vivant, pas juste académique. Et aujourd'hui, on s'adresse autant à ceux qui découvrent la langue qu'à ceux qui veulent progresser. Voilà, installez-vous, on démarre tranquillement. La dernière fois, on a effleuré nos souvenirs d'école, mais je trouve qu'on n'a pas assez creusé. Emmanuel, tu veux bien nous raconter un peu ton parcours, mais en français simple pour nos auditeurs débutants? Alors, j'ai commencé à l'école primaire dans un petit village du sud de la France. J'adorais les mathématiques, mais j'avais beaucoup de mal avec la dictée. Encore aujourd'hui, il m'arrive de faire des fautes, c'est pour dire. J'adore cette anecdote sur la dictée. Je crois qu'on a tous eu un moment où on a galéré avec l'orthographe. Moi, c'était les verbes irréguliers en anglais, justement. Mais en français, tu te rappelles d'un prof qui t'a vraiment marqué? Oh oui, Madame Dubois, ma prof de littérature au lycée. Elle rendait chaque texte passionnant, même les tragédies classiques. Grâce à elle, j'ai compris que le français, ce n'est pas juste des règles, mais aussi des histoires et des émotions. C'est fou comme un bon prof peut tout changer. Ça me fait penser à la façon dont on apprend une langue. Si c'est vivant, ça reste. On en reparlera avec nos conseils tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus des différences entre l'école et l'université. Ce qui m'a le plus surpris en arrivant à l'université, c'est la liberté. Au lycée, tout est cadré, horaire, matière, devoir. À la fac, tu dois vraiment apprendre à t'organiser tout seul, sinon tu te perds. Je ressens exactement la même chose. La première semaine, j'étais complètement perdue. Personne ne te rappelle d'aller en cours. Tu choisis tes matières, parfois tu as des pauses de 3 heures. Il faut une vraie discipline. Toi, tu t'y es pris comment? J'avoue que j'ai galéré au début. J'ai raté un partiel parce que j'avais pas compris le planning. Après ça, j'ai tout noté sur un grand calendrier. Et toi, une mésaventure à partager? Figure-toi que j'ai un jour assisté à un cours qui n'était pas le mien pendant presque 1 heure avant de m'en rendre compte. Mais au final, ça m'a permis de rencontrer d'autres étudiants. Cette liberté est déstabilisante au début, mais on finit par apprécier. Ça me rappelle que la fac, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens de partout et d'échanger. D'ailleurs, beaucoup de nos auditeurs débutants rêvent d'étudier en France. Et la vie universitaire est une vraie aventure à raconter. Maintenant, si on imaginait qu'on doit se présenter en français et parler de ses études, tu donnerais quel conseil à quelqu'un qui débute? Le plus simple, c'est de commencer par des phrases courtes. Je m'appelle j'étudie à, je suis en première année de. Et surtout, ne pas avoir peur de faire des fautes, c'est comme ça qu'on apprend. C'est tellement vrai. Même entre Français, on se corrige en parlant. Un petit truc que j'aime bien, préparer 2 ou 3 phrases sur ce qu'on aime dans ses études, comme « j'aime apprendre le français parce que » ou « je préfère la biologie parce que ». Oui, et puis varier avec des questions simples pour engager la discussion, comme « et toi tu fais quoi ?» Ça permet de relancer la conversation, même si on ne connaît pas beaucoup de vocabulaire. On va vous donner quelques exemples tout à l'heure, mais avant ça, tu veux bien partager une conversation typique qu'on pourrait avoir à l'université? Alors, imagine la scène, 2 étudiants se croisent dans le couloir. L'un demande « Salut, tu étudies quoi ?» L'autre répond « Je fais des sciences. Et toi ?» Simple, naturel. La clé, c'est d'y aller en douceur. Et puis même si on ne comprend pas tout, on peut toujours demander de répéter ou de parler plus lentement. Dire « peux-tu répéter s'il te plaît ?» Ou tu peux parler plus lentement. Cha aide bojup. Absolument, il faut surtout pas hésiter à poser des questions, même si ça semble basique. Beaucoup d'étudiants étrangers pensent qu'ils vont déranger, mais en France, on apprécie l'effort. Moi, j'ai remarqué que les Français aiment bien expliquer leur parcours. Alors ne soyez pas timides. Les erreurs, ce n'est jamais grave. Le principal, c'est d'oser. En fait, chaque conversation est une chance de progresser. Et ça, c'est ce qu'on veut transmettre ici. Le français, ça s'apprend dans la vie de tous les jours, pas seulement dans les livres. Avant de conclure, tu aurais des ressources sympas à recommander pour ceux qui veulent apprendre le français ou améliorer leur niveau? J'en ai testé pas mal. Il y a des applis pour pratiquer tous les jours, des chaînes YouTube qui expliquent la grammaire simplement, et même des groupes de conversation en ligne. Le plus important, c'est d'écouter et de parler un peu chaque jour. C'est vrai. Et puis notre podcast peut servir de support aussi. On propose régulièrement des dialogues faciles, des expressions courantes. Et si certains veulent des sujets particuliers, ils peuvent toujours nous écrire. J'adore quand on reçoit des questions ou des anecdotes d'auditeurs. Ça rend tout plus vivant.
On espère que cette deuxième partie vous aura motivé à continuer le français, que ce soit à l'école, à l'université ou juste par curiosité. Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode du French Podcast. On se retrouve bientôt pour de nouveaux échanges en français. Alors surtout, gardez l'envie d'apprendre et de partager. Écoute la troisième partie de Podcast Français. Bonjour et bienvenue. Alors, la dernière fois que j'ai essayé de parler de mes études en France, j'ai fièrement annoncé à tout le monde que j'allais au collège. Ah, Le classique. le silence glacial. Tout le monde m'a regardé comme si j'avais 12 ans. C'est une véritable jungle, quoi. De faux amis, de codes cachés. Hmm. Notre source du jour, c'est un guide de conversation pour débutants, mais en fait, on va l'utiliser un peu comme une carte pour naviguer dans ce territoire vraiment complexe. Bah oui, Notre mission, décortiquer comment on parle de ses études en français pour ne plus jamais se sentir perdu ou avoir l'air d'une préado. c'est l'expérience typique. Et ça illustre parfaitement pourquoi ce sujet est si crucial. Parler de son parcours, ce n'est pas juste un échange d'infos, Non, c'est plus que ça. c'est se situer socialement. Chaque mot, collège, lycée, fac, grande école, tout ça est chargé d'un poids culturel. C'est énorme. Et ce qui est fascinant, c'est que maîtriser ce vocabulaire de base, ça donne la clé, non seulement pour parler de soi, mais pour vraiment comprendre la personne en face. Exactement, c'est comme décoder une partie de l'ADN de la société française. Alors, pour notre exploration, la source propose une progression assez logique. D'accord. On va commencer par les fondations, les questions-réponses de base, puis on s'attaquera à cette fameuse jungle du système scolaire avant de se plonger dans le monde parfois opaque de l'enseignement supérieur. Prêt à débroussailler tout ça? Allons-y. Ok, alors déballons ça, on commence par la base de la base. J'arrive dans une soirée, je rencontre quelqu'un, la conversation démarre, c'est quoi la première question qui va tomber? Notre guide en propose deux. Incontournable. Qu'est-ce que tu étudies? Et sa version plus formelle, qu'est-ce que vous étudiez? C'est la porte d'entrée. Et juste après, ou parfois même avant, pour situer la personne, il y a la question du niveau. Ah oui? Tu es en quelle classe? Ou tu es en quelle année? Et là, on tombe tout de suite sur un premier piège. Le fameux classe contre année. Exactement. Une distinction qui peut paraître technique, mais qui est fondamentale. La source est très claire là-dessus. On utilise classe pour le collège et le lycée et année pour l'université. Mais au-delà de la règle, pourquoi c'est si important? Ça révèle quoi si on se trompe? Se tromper, c'est un peu comme si on utilisait le mauvais outil devant un artisan, quoi. D'accord, je vois. Ça montre tout de suite qu'on ne connaît pas l'univers dont on parle. L'usage de classe, il est lié à une structure très encadrée, un groupe d'élèves qui avancent ensemble. Mhm. Année à l'université, ça reflète une réalité plus individuelle, une progression dans un cursus où on est beaucoup plus autonome. Utiliser le bon mot, c'est montrer qu'on a saisi cette différence de culture. La réponse, heureusement, est simple. Oui, très simple. Je suis en terminale pour un lycéen, je suis en deuxième année pour un étudiant. D'accord, donc c'est un marqueur de familiarité avec le système. Bon, une fois qu'on a éclairci ça, on en revient au contenu. Qu'est-ce que tu étudies? La réponse scolaire, c'est j'étudie l'histoire, la médecine. L'informatique, Voilà, c'est correct. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que les gens parlent? c'est grammaticalement parfait. Mais ça sonne un peu rigide, un peu appris par cœur. C'est ça. Dans la langue parlée, la réalité, c'est qu'on entendra plus souvent des variantes. Par exemple, « je fais des études de ». Ah oui, Dire « je fais des études de droit », ça sonne tout de suite un peu plus investi. Plus global que juste « j'étudie le droit ». Ça décrit un projet, un cursus entier. et il y a aussi la version plus familière, non? J'entends tout le temps « je suis en fac de ». Bien sûr, Avec fac pour faculté. Je suis en fac de langue, en fac de psycho. Est-ce qu'on risque de paraître trop familier si on utilise ça, par exemple, dans un entretien d'embauche? c'est une excellente question. Dans un entretien, on va plutôt privilégier « je suis en master de communication » ou « je suis un cursus en ». D'accord. Dit « je fais des études de »,« je suis en fac de », c'est ça, la véritable aisance. C'est adapter son langage. C'est ça. On s'adapte à l'interlocuteur et au contexte. Parfait. Bon, maintenant qu'on a les outils de base, plongeons dans le vif du sujet. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et c'est là que j'ai fait ma gaffe. Hein, Le système scolaire français. Le collège, le lycée.
La source met bien en garde contre le faux ami collège. Ce n'est pas le collège américain. C'est le piège numéro 1. En France, le collège, c'est pour les 11-15 ans, l'équivalent du middle school. Et juste après, on a le lycée. Pour les 15-18 ans, le high school. Jusque-là, ça va. Mais ce qui déroute souvent, c'est la numération des classes. On commence en 6e au collège pour finir en 3e. Pourquoi ce compte à rebours à l'envers? Oui, c'est vrai, ça thune. Ça n'a aucun sens, logiquement. Pourquoi compter à l'envers? C'est un héritage historique. Ça remonte à plusieurs siècles, quand les classes étaient nommées par rapport à la classe finale, la rhétorique. Ah d'accord. On partait de la 10e et on remontait. Le système a été simplifié, mais on a gardé cette logique inversée. C'est un de ces détails qui n'ont plus de raison pratique, mais qui sont ancrés dans la culture. Donc si on récapitule, au collège, on a 6e, 5e, 4e, 3e. C'est ça. Et au lycée? Seconde, première et terminale. Terminale. Le nom est bien choisi. C'est l'année du grand final, du monstre sacré, le baccalauréat. Ou le bac. Le bac, oui. Dans les films français, on a l'impression que c'est une question de vie ou de mort. Est-ce que c'est vraiment aussi dramatique? C'est à peine exagéré. Il faut comprendre que le bac, ce n'est pas juste un examen. C'est plus que ça. C'est un véritable rite de passage, presque un traumatisme national annuel. La pression est immense parce que, pendant des décennies, il a défini une ligne de partage dans la société, entre ceux qui l'ont eu et les autres. Ah oui, quand même. C'est la clé qui ouvre les portes du supérieur, mais c'est aussi un énorme filtre social. Si on ne comprend pas cette charge émotionnelle et symbolique, on passe à côté de dizaines de références culturelles. C'est fascinant, ce n'est pas juste un diplôme, c'est un marqueur identitaire. Donc, si je comprends bien, le bac, c'est la grande porte de sortie du lycée. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? J'entends tout le temps parler de la fac, de licence. Alors, derrière la porte, il y a principalement deux mondes qui coexistent. C'est une spécificité française très importante à saisir. D'accord. D'un côté, il y a l'université, qu'on appelle familièrement la fac. La fac, oui. C'est le système ouvert. En théorie, avec le bac, on peut s'inscrire dans la plupart des filières. De l'autre côté, il y a le système des grandes écoles, Ah, qui sont, elles, sélectives et souvent très prestigieuses. On y entre sur concours, souvent après 2 ans de classe préparatoire très intense. d'accord. Donc, c'est vraiment une distinction fondamentale qui structure toute l'élite française, en fait. Tout à fait. Et c'est une information que les guides de base oublient souvent de mentionner. Oui, vrai? Ouais, donc quand quelqu'un dit « je suis à l'université », ça n'a pas le même poids social que de dire « je suis dans une grande école de commerce ». Exactement. Cela dit, la majorité des étudiants vont à l'université. Et ce système suit aujourd'hui le cadre européen LMD, Oui, licence, master, doctorat. LMD, C'est assez simple. La licence dure 3 ans, L1, L2, L3. Le master, 2 ans, M1, M2. Et le doctorat, 3 ans ou plus. voilà. C'est un système qui a été mis en place pour harmoniser les diplômes en Europe. C'est beaucoup plus clair comme ça. Et au quotidien, la vie à la fac, ça ressemble à quoi? La source donne quelques mots-clés comme cours magistraux, CM, CM, et travaux dirigés, TD. Oui, et ça, c'est le cœur du système. Le CM, c'est le cours en amphi, souvent avec des centaines d'étudiants. Le prof parle, on prend des notes. C'est très anonyme. Le TD, c'est le travail en petits groupes pour appliquer ce qu'on a vu en CM, faire des exercices, débattre. L'année est rythmée par la rentrée en septembre, un moment très fort en France, et surtout par les partiels. Ah, les partiels. Les examens de fin de semestre, parler des partiels, du stress de la préparation, c'est un sujet de conversation inépuisable chez les étudiants. J'imaginais. Je me souviens d'un ami américain qui a passé des mois à dire qu'il était en M1 de philosophie, mais il prononçait M1 en pensant que ça signifiait maison 1. Il était très fier d'étudier de chez lui. C'est un exemple amusant, mais ça montre que même ces abréviations sont des codes. C'est parfait comme exemple. Comment est-ce qu'on formule une phrase complète et naturelle pour dire son niveau? La structure la plus courante, c'est de tout combiner. Je suis en 2e année de licence de biologie. Ou, plus simplement, je suis en L2 de bio. L2 de bio. Pour le master, on utilise presque que les abréviations. Je suis en M1 de marketing ou je suis en M2 de droit public. C'est précis, c'est concis, c'est le langage des étudiants entre eux. Très bien. On a couvert le où, le quoi, le comment. On sait situer quelqu'un du collège au doctorat. Mais une conversation, ce n'est pas un interrogatoire. Non, bien sûr. La source suggère de passer à l'étape suivante, exprimer ce qu'on ressent.
Comment on sort du factuel pour entrer dans le personnel? C'est l'étape qui transforme l'échange en connexion. Le guide propose des bases solides. J'aime beaucoup mes études, c'est passionnant, ou à l'inverse, c'est assez difficile. C'est un bon début. C'est bien pour commencer, mais on peut aller plus loin en étant plus spécifique. Comment ça? L'idée, c'est de donner plus de détails. C'est surtout de donner une porte d'entrée à l'autre. Au lieu de juste dire « c'est difficile », on peut dire « le contenu est fascinant, mais j'ai un peu de mal avec la charge de travail ». Ah oui, c'est une invitation. C'est une phrase qui invite à la discussion. L'autre peut rebondir « ah oui, qu'est-ce que tu trouves le plus dur ?» On peut aussi parler de ses préférences. Ma matière préférée, c'est la littérature comparée. Ou ce qui me plaît le plus, c'est le côté pratique. J'aime beaucoup cette idée de nuance. Ça me fait penser qu'en France, il y a parfois une certaine pudeur, non? On ne veut pas avoir l'air de se vanter, ni de trop se plaindre. C'est tout à fait ça. Utiliser une phrase comme « j'ai un peu de mal avec les mathématiques », c'est plus subtil que « je suis nul en maths ». Exactement. C'est une question d'équilibre culturel. On montre une vulnérabilité qui rend humain, sans tomber dans la plainte excessive. En partageant ce qui nous plaît, ce qui nous challenge, on donne des indices sur notre personnalité, nos passions. Nos ambitions aussi. Voilà. On ne parle plus seulement de ses études, on commence à parler de soi. Et c'est là que la véritable conversation commence. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Si on récapitule, on est parti de ma gaffe avec le mot « collège » pour décortiquer tout un système. On a vu que derrière des questions simples comme « qu'est-ce que tu étudies ?» se cache tout un univers de codes culturels. C'est immense. La différence entre classe et année, l'importance quasi mythologique du bac et cette distinction entre la fac et les grandes écoles. Ce sont de clés essentielles. Essentiel pour comprendre le parcours et le contexte d'un interlocuteur français. C'est une base extrêmement solide. Ce qui est fascinant, c'est que ce champ lexical, une fois maîtrisé, donne une confiance immense. Ce n'est pas juste du vocabulaire. Non, c'est un passeport pour des conversations plus profondes. C'est le genre de sujet qui revient tout le temps, et savoir le naviguer avec aisance, en comprenant les sous-entendus, c'est un moyen très rapide de créer un lien authentique. On passe du statut d'apprenant à participant. C'est ça, de la communication d'informations à la création de liens. C'est la clé. Et cela nous amène à une pensée pour aller plus loin. Notre discussion a beaucoup porté sur ce que l'on étudie et où. Mais une question naturelle qui suit très souvent, c'est pourquoi ? Ah! Comment pourrait-on articuler en français les raisons de son choix d'études, parler de ses ambitions, du métier de ses rêves, ou peut-être même du fait qu'on n'en a aucune idée? Comment raconter l'histoire de son avenir et pas seulement celle de son présent? C'est une excellente piste de réflexion pour rendre la conversation encore plus personnelle.